L'hôpital Montfort d'Ottawa a été fondé en 1953 par les Filles de la Sagesse et elles l'ont administré jusqu'à ce qu'il devienne public en 1969. Nous avons rencontré des religieuses, ces femmes extraordinaires qui ont travaillé 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Nous vous présentons dans leur intégralité les témoignages précieux de ces femmes qui ont vraiment donné sans compter. À l'émission, aujourd'hui, nous vous présentons notre entretien avec le professeur Michel Bock. Michel est historien. Il est aussi professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste dans les cultures et les communautés francophones canadiennes. Il détient la chaire de recherche sur les communautés francophones en milieu minoritaire au Canada. Au cours de l'émission, il nous brosse un tableau du contexte sociopolitique qui prévalait au Canada français lors de la fondation de l'hôpital Montfort. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte intellectuel et politique au Canada français qui est en pleine mutation. Donc, d'une part, la majorité des Canadiens français habitent en ville, ils sont urbanisés depuis déjà un bon petit moment. Donc, on a souvent l'impression que c'est avec les années 60 que les Canadiens français se sont massivement urbanisés, alors que c'est un mythe, hein, c'est faux. Depuis le début du 20e siècle, on peut dire qu'un peu partout, les Canadiens français participent à l'économie industrielle, se dirige vers les plus grands centres urbains. Évidemment, Ottawa, c'est un pôle d'attraction extrêmement important. Et là, donc, il y a une explosion démographique tout à fait importante au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la période dite du baby boom. Donc là, évidemment, ça engendre de nouveaux besoins extrêmement importants en matière sociale, en ce qui a trait à l'éducation, en ce qui a trait à la santé. On va multiplier, construire de nouvelles écoles, on va construire de nouveaux hôpitaux également aussi, pour justement encadrer, donner des structures sociales en matière de santé à cette population en pleine expansion. C'est pas un phénomène strictement canadien-français, on peut dire que c'est occidental, mais évidemment, au Canada français, ça va avoir un impact majeur sur les structures sociales historiques et traditionnelles qu'on a pu voir au Canada français depuis le 19e siècle. Eh bien, il va falloir, c'est un impact d'abord quantitatif. Donc là, on va s'apercevoir que il faut multiplier les institutions sociales, les écoles, encore une fois, les hôpitaux, l'ensemble des institutions caritatives, tout ce qui relève du bien-être social. L'Église au Canada français, historiquement, c'est un petit peu la colonne vertébrale institutionnelle du Canada français. Depuis les années 1840-1850, c'est l'Église, ses œuvres, les communautés religieuses qui, dans une très large mesure, ont la responsabilité d'offrir les services, de mettre sur pied des institutions scolaires, hospitalières, etc. Donc, c'est une tâche que l'Église et ses diverses ramifications ont accompli avec quand même beaucoup de succès là, depuis le 19e siècle. À partir du milieu du 20e siècle, dans ce contexte d'explosion démographique, d'urbanisation, d'accélération de l'urbanisation et aussi de l'industrialisation, l'Église est encore appelée, dans le contexte canadien-français, bien sûr, à jouer un rôle très important dans la structuration de tous ces services-là. Mais là, les pressions sont de plus en plus importantes. L'Église tranquillement s'aperçoit qu'elle a de moins en moins de ressources financières, humaines, comme on dit aujourd'hui, pour satisfaire aux besoins, à cette demande qui est en forte croissance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est vraiment au lendemain, à partir de 1945 là, jusqu'aux années 60, dans un moment de transition extrêmement important au Canada français, pendant lequel on s'aperçoit graduellement que les structures traditionnelles qui remontent au milieu du 19e siècle, cléricales notamment, elles existent, elles continuent de faire le travail, mais on s'aperçoit qu'elles ont des limites et qu'il va falloir bientôt réfléchir à une autre façon d'organiser l'ensemble de ces services-là. L'Église, les communautés religieuses, le clergé sont conscients, commencent à être de plus en plus conscients justement des limites du système. Évidemment, bon, la hausse au niveau de la demande des services est tout à fait remarquable. On ne prévoit pas ce qui s'en vient encore. Donc, on n'est pas encore dans une logique où il faut
réfléchir ou penser, songer à redéfinir, restructurer le système. L'Église a un rôle, les structures cléricales ont un rôle à jouer depuis trop longtemps pour qu'on puisse comme ça, du jour au lendemain, songer à complètement passer à autre chose. Mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a des limites, il va falloir aller chercher de l'aide. Et là, graduellement, même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'État commence à jouer un rôle plus important. Au Québec, on le voit très bien, sous Duplessis, la nature du système ne change pas, mais le gouvernement provincial québécois est obligé d'investir, de verser des sommes de plus en plus substantielles dans le système scolaire, dans le système hospitalier, sinon ça ne marchera pas. En Ontario, c'est un peu la même chose. Évidemment, l'Église catholique n'a pas un rôle aussi important, aussi élargi dans le contexte ontarien globalement qu'au Québec, mais l'Église, les structures cléricales de l'Ontario et de l'Ontario français, plus spécifiquement, seront obligées d'aller chercher de l'aide financière, notamment de plus en plus, de la part des instances étatiques, gouvernementales, provinciales, ontariennes. Donc, on voit véritablement qu'on est dans un moment de transition, mais dans un premier temps, on ne cherche pas à redéfinir fondamentalement la nature de ce système-là, ce qui explique pourquoi on a pu, encore une fois, au lendemain de la guerre, fonder l'hôpital Montfort à partir donc des structures ou des prémices historiques du Canada français, qui étaient donc celles d'une société quand même assez largement cléricalisée, à l'intérieur de laquelle donc l'Église joue un rôle important. Et le gouvernement provincial ontarien, bien sûr, était très heureux d'une certaine façon, historiquement, très satisfait de céder cette responsabilité-là à des organismes issus de la société civile, comme l'Église, par exemple, et les communautés religieuses, qui avaient leurs propres ressources. Donc, pendant toute la durée de la première moitié du 20e siècle et au fin 19e, début 20e siècle, c'était une entente, un arrangement qui marchait, qui fonctionnait assez bien. Mais là, les transformations sociales, économiques de l'après-guerre, de l'après-Deuxième Guerre mondiale, vont vraiment tester les limites de ces arrangements-là entre, d'une part, les communautés religieuses, et pas seulement catholiques, aussi protestantes et autres, et aussi l'État ontarien. Du côté du Canada anglais, la société sur le plan religieux est plus diversifiée. Bien sûr, au Canada français, pratiquement tout le monde est catholique. L'Église catholique est assez centralisée, a des structures, des institutions largement partagées par l'ensemble de la population catholique francophone et autres, alors que chez les anglo-protestants, bien sûr, il y a toute une variété de religions protestantes, de sectes protestantes, ce qui fait en sorte que le protestantisme n'a pas été une force unificatrice sur le plan social, culturel, aussi importante que le catholicisme a pu l'être du côté du Canada français. Donc on va retrouver plusieurs religions protestantes qui vont se donner des institutions, notamment en matière de santé, par exemple, et ça va contribuer à un paysage religieux, culturel et même politique à plusieurs égards très différent, beaucoup moins unifié autour d'une même valeur ou d'une même conception de la religion dans la société. On peut dire que dans l'espace institutionnel canadien-français, l'Église joue un rôle important. Donc, par exemple, l'un des organismes les plus importants sur le plan politique au Canada français, c'est, par exemple, l'Ordre de Jacques-Cartier. L'Ordre de Jacques-Cartier, c'est un organisme nationaliste très proche de l'Église, d'une certaine façon de concevoir les liens entre la question linguistique, culturelle et la question religieuse, d'autre part. Alors là, bien sûr, toutes les cellules de l'Ordre de Jacques-Cartier avaient leur aumônier. L'ensemble des structures, les mouvements de jeunesse, par exemple. On fonde ici à Ottawa, mais en fait à Vanier, Eastview à l'époque, à la fin des années 40, l'Association de la jeunesse franco-ontarienne. Alors là, la JFO, comme on l'appelle, a son aumônier, très proche de l'Église, et en fait, les cellules de la JFO, comme plusieurs organismes du Canada français, sont enracinés dans le réseau paroissial franco-ontarien et Canada français. Donc on voit la plupart de ces associations-là qui voient le jour à l'ombre du clocher, à l'ombre de l'Église. La Caisse populaire, c'est un peu la même chose. Donc le clergé joue un rôle très important dans la promotion du coopératisme, du mouvement des caisses populaires partout en Ontario français, mais aussi à l'échelle du Canada français. Donc là, évidemment, on est dans un mode de régulation sociale au Canada français très, très, très fortement clérical
cléricalisé, même s'il y a d'autres aspects de la vie en commun qui échappent à peu près complètement, on peut dire, à l'Église, notamment à l'économie. Si on fait abstraction du mouvement coopératif, qui a été quand même très important, on est dans une société malgré tout libérale. Les Franco-ontariens, comme l'ensemble des Canadiens français en ville, travaillent dans les usines où là, l'influence du clergé est clairement beaucoup moins élevée. Mais dans l'espace que les Canadiens français, en Ontario, au Québec ou ailleurs, ont réussi à se créer, jusqu'aux années 50 et 60 surtout, le clergé joue un rôle extrêmement important. L'enseignement supérieur, c'est un autre bel exemple. Hein? Tout ce qui touche à l'enseignement supérieur au Canada français, et parlons spécifiquement de l'Ontario français, ça relève essentiellement, dans le cas d'Ottawa, des Oblats. À Sudbury, dans le Nord, ce sont des Jésuites. Il y a des Dominicains aussi à Ottawa qui mettent sur pied des collèges classiques. Et là, il y a des pensionnats mis sur pied par les communautés religieuses féminines, notamment un peu partout dans la province. Donc, tout ce qui touche, encore une fois, là, à ces institutions très importantes pour la reproduction culturelle du Canada français, le clergé est effectivement omniprésent. On peut dire effectivement que dans le contexte canadien-français, catholique, d'avant les années 60, il y a un lien très fort entre la question religieuse et la question linguistique. On croyait encore, au lendemain de la guerre, au lien entre la langue et la foi. Le fameux adage « la langue gardienne de la foi » était encore invoqué dans plusieurs milieux. Dans le contexte ontarien, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majorité des catholiques en Ontario ne sont pas francophones, ne sont pas canadiens-français, ils sont anglophones. Donc la façon dont la question linguistique a pu s'arrimer à la question religieuse dans le contexte ontarien est un peu différente de ce qu'on a pu trouver au Québec, parce que il y avait véritablement, et depuis le début du 20e siècle, une lutte à l'intérieur même de l'Église ontarienne entre la composante canadienne-française et la composante irlando-catholique pour le contrôle des structures paroissiales, les structures diocésaines. Une partie de la crise du règlement 17, d'ailleurs, qui s'explique en fonction de cette rivalité entre franco-catholiques et anglo-catholiques. Donc là, oui, dans les milieux catholiques, canadiens, français, nationalistes, on fait un lien, on continue de tenir à ce lien très étroit entre l'identité religieuse des Canadiens français et leur identité culturelle, linguistique et nationale, mais c'est une thèse qui est très fortement critiquée par des coreligionnaires anglo-catholiques et même par Rome. Parce que, bon, il faut comprendre aussi que franco-catholiques, anglo-catholiques mettent sur pied leur propre lobby à Rome, au Vatican, pour essayer de faire intervenir le pape dans ce conflit-là entre francophones et anglophones catholiques. Et le pape, très clairement, prend le parti des Irlando-catholiques. Assez rapidement, dès le début du 20e siècle. Donc, oui, on y croit, mais il y a des limites là, à la thèse de la langue gardienne de la foi qui sont imposées de l'extérieur, d'ailleurs, de la part des anglo-catholiques et aussi de la part de la hiérarchie romaine au Vatican. Il faut comprendre que jusqu'au milieu du 20e siècle, les instances étatiques, les gouvernements, et c'est pas propre au contexte ontarien, là, c'est un peu partout, certainement au Canada et en Amérique du Nord, sinon ailleurs, la philosophie qui guide l'action des gouvernements, très largement, c'est une philosophie libérale. Donc, qui prône le moins d'interventionnisme possible dans la société. Et comme il y a des corps sociaux, comme justement les églises, les religions, qui ont des ressources et qui sont prêts à faire ce travail-là, à mettre sur pied des institutions pour offrir des services en matière d'éducation, de santé, etc., eh bien, ça convient très bien à la plupart des instances politiques gouvernementales. Jusqu'aux années 1930. 1930, la crise, la Grande Dépression des années 30, c'est véritablement un point tournant au Canada et un peu partout dans le monde occidental. On s'aperçoit que cette philosophie libérale du laisser-faire, laisser-aller, les gouvernements interviennent le moins possible, eh bien, ça a peut-être contribué au désastre économique de la Grande Dépression des années 30. Alors là, il y a de nouvelles théories socio-économiques et politiques qui commencent à circuler. Bien sûr, l'extrême gauche prend son envol dans certaines sociétés. Dans le monde anglo-saxon, ce qui prend beaucoup plus d'ampleur à partir de la deuxième moitié des années 30, c'est une doctrine économique qui s'appelle le keynésianisme. Alors là, on a un économiste britannique qui s'appelle John Maynard Keynes, qui, dans les années 30, estime que les gouvernements ont un devoir, une responsabilité d'intervenir en matière économique, surtout
surtout en temps de crise, investir, injecter de l'argent dans l'économie, soit en mettant sur pied des travaux d'infrastructure, soit en mettant sur pied des programmes d'aide sociale pour justement atténuer les effets des plus pernicieux des récessions, des crises économiques comme celles qu'on connaît pendant les années 30, pendant la Grande Dépression. Donc là, petit à petit, cette idée-là commence à faire son chemin dans la conscience de la classe politique canadienne de manière générale, tant et si bien que pendant la guerre, au lendemain de la guerre, on en vient à la conclusion et à la conviction que l'État a un rôle économique et social très important à jouer et qu'il doit intervenir pour jeter par lui-même sur pied, mettre sur pied par lui-même des institutions dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. Et c'est ce qui explique qu'à partir de l'après-guerre, on va graduellement jeter les bases donc de l'État-providence au Canada, dans les provinces, un peu partout sauf au Québec. Au Québec, on résiste sous Duplessis jusqu'à la Révolution tranquille des années 60, mais ailleurs, dans le reste du Canada, certainement au niveau fédéral et certainement au niveau ontarien, là, l'État devient un acteur très important en matière économique et en matière sociale également, et là, accepte graduellement de partager de ces responsabilités-là avec les autres acteurs issus de la société civile. Et pendant les années 60, ça c'est le grand tournant, on se convertit probablement complètement à cette idée-là, sur laquelle l'ensemble des responsabilités sociales qu'une société globalement peut se donner, ça doit relever de l'État dorénavant, qui est le seul à disposer des moyens financiers, des ressources nécessaires pour mettre sur pied des institutions qui soient véritablement universelles, et facilement accessible pour l'ensemble de la population. L'État-providence va avoir un impact majeur au Canada français, en Ontario français aussi. C'est véritablement pendant les années 60, au moment où l'État-providence prend véritablement son envol, qu'on peut assister, on assiste à ce moment-là à un transfert de responsabilité de l'Église vers l'État ontarien, québécois, etc. Et c'est très important sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan identitaire au Canada français, parce que c'était l'Église, en quelque sorte, et ses nombreuses ramifications là, dans plusieurs sphères, qui représentaient une espèce de trait d'union institutionnelle entre le Québec et les minorités canadiennes-françaises des autres provinces. Donc, par exemple, quand on fréquentait un collège classique à Sudbury, chez les Jésuites, eh bien, on en émergeait, au bout de son cours classique, un Canadien français formé à la culture classique du Canada français, comme on pouvait le faire, comme quelqu'un qui aurait fréquenté un collège classique chez des Jésuites à Montréal, par exemple. Donc, ça contribuait à uniformiser l'expérience culturelle du Canada français. À partir du moment où cette structure institutionnelle-là va disparaître, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir à la nature des relations entre les minorités canadiennes françaises et le Québec. Parce que qu'est-ce qui va remplacer l'Église dans la sphère sociale, en matière de santé, d'éducation? Ce sera, encore une fois, l'État. Évidemment, l'action de l'État québécois se limite au Québec, alors en milieu francophone ontarien, on se tourne nécessairement vers l'État ontarien. Et là, l'État ontarien, c'est une structure que les franco-ontariens ne contrôlent pas, exercent très peu de contrôle sur donc l'orientation générale de cette structure-là, mais ça correspond globalement à une redéfinition majeure du rôle de l'Église dans la société canadienne-française et aussi dans le monde, parce que tout ça, ça correspond aussi au Grand Concile Vatican II qui avait fait une priorité, si vous voulez, du retranchement du clergé à l'intérieur strictement de la sphère pastorale. Dorénavant, donc, on prône, on est d'avis, durant le Concile Vatican II à Rome, que l'Église, que le clergé n'a plus à jouer un rôle politique, social aussi déterminant qu'auparavant, et que la priorité de l'Église, du clergé, devrait être essentiellement pastorale dorénavant. Et donc, l'Église devra céder ses responsabilités à l'État. Ici, dans le cas du Canada, c'est l'État provincial, parce que l'ensemble des responsabilités qui étaient celles de l'Église relèvent
constitutionnellement des gouvernements provinciaux. Alors là, voici l'entrée en force de l'État provincial ontarien dans l'expérience collective des Franco-ontariens, notamment en matière de santé. Alors là, ça exige de la part des Franco-ontariens qu'ils devront se réorganiser complètement. À partir du moment où on perd la structure cléricale institutionnelle historique qui remonte encore une fois essentiellement au 19e siècle, eh bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment réorganiser, comment réinstitutionnaliser l'Ontario français? Il faudra le faire à l'intérieur des structures étatiques ontariennes et essayer de trouver un espace là, à l'intérieur de ça qui va permettre aux Franco-ontariens d'avoir une certaine autonomie. Et là, ça explique une bonne partie des grandes luttes politiques que les Franco-ontariens vont mener à partir de la fin des années 60, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'encore au milieu du 20e siècle, la société fonctionne selon le principe assez largement admis, selon lequel la sphère publique, ça relève des hommes, la sphère privée relève des femmes. Évidemment, selon cette conception des choses, la sphère publique est beaucoup plus importante, beaucoup plus prestigieuse, beaucoup plus déterminante sur le plan historique et social que la sphère privée. Donc, la contribution des femmes au développement social, quand on est dans cette conception-là des choses, est beaucoup plus difficile à relever. Il y a comme une espèce d'angle mort qui nous empêche parfois qui nous a historiquement empêchés de prendre ou de considérer à sa juste mesure la contribution des femmes au développement de la société, au développement social, au développement institutionnel. Dans le cas des communautés religieuses qui se lancent dans les soins hospitaliers, encore une fois, on a tendance à percevoir ça comme le prolongement de leurs activités un peu maternelles qui relèvent plutôt de la sphère privée. Donc, nécessairement, ça n'a pas toujours été valorisé à sa juste mesure. Mais il faut comprendre aussi, et là, il y a des historiens, des historiennes des femmes au Canada français qui ont beaucoup travaillé la question ou sur la contribution des religieuses et des communautés religieuses féminines, justement, à la société, qui voient un peu, à certains égards, les communautés religieuses féminines comme une sorte d'espace presque de liberté qui permet à certaines femmes qui n'ont pas voulu être mères, épouses, secrétaires, institutrices, de se lancer, de faire carrière dans un domaine quand même extrêmement important. Et là, on peut dire depuis 25 ou 30 ans, les historiens ont véritablement, et les historiennes en particulier, ont véritablement changé leur point de vue sur, et c'est pour le mieux, là, sur les rapports entre les hommes et les femmes et sur les rapports entre la sphère publique et la sphère privée. Finalement, ce qu'on considérait comme la sphère privée avait des conséquences majeures au niveau de la sphère publique, donc celle des hommes, entre guillemets, si vous voulez. Pendant les années de l'après-guerre, à un moment où, encore une fois, la société est en train de se transformer de manière extrêmement importante, où là, il y a vraiment un discours médical sur le bien commun qui est en train d'émerger. Il y a des experts qui publient des livres en psychologie dans différentes disciplines médicales et autres. On commence de plus en plus à valoriser, finalement, peut-être plus qu'auparavant, les hôpitaux, l'importance des hôpitaux comme lieu, finalement, pouvant contribuer non seulement à guérir des problèmes, mais aussi à promouvoir aussi une certaine idée de la santé publique également. Donc là, effectivement, dans les années 50, dans l'après-guerre, on est en train de transformer notre rapport à la santé publique de manière générale, et les hôpitaux, les institutions hospitalières et autres commencent à jouer peut-être un rôle d'une certaine façon plus proactif dans la promotion de la santé publique, et donc les hôpitaux ne sont plus simplement des mouroirs d'une certaine façon.